Bonjour et bienvenue dans cette séance d'information sur le volontariat. Je m'appelle Aurore, je travaille pour un Fort Jeune Luxembourg et une fois par mois, on organise des séances d'information sur la mobilité internationale. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Joséphine de l'organisme Java. Voilà, je te laisse la parole pour te présenter. Effectivement, je m'appelle Joséphine et je travaille pour l'ASBL, donc Association sans but lucratif Java. Java, J-A-V-V-A, ça veut dire Jeunes actifs dans le volontariat et les voyages alternatifs. Ça va faire plus de 20 ans qu'on accompagne des Belges qui partent aux quatre coins du monde et qu'on accueille des jeunes qui viennent des quatre coins du monde dans des projets de volontariat international. Moi, chez Java, pour précision, justement, je m'occupe plutôt d'accueillir les internationaux qui viennent s'impliquer pour du volontariat ici en Belgique. Ça me permet de peut-être clarifier ce que c'est le volontariat, parce que c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Le volontariat, c'est prêter l'idée de prêter un coup de main à une organisation à but non lucratif. Et par ce biais-là, surtout de profiter de cette intégration dans la communauté locale pour découvrir une culture, un pays et des nouvelles personnes. J'aime bien aussi dire aussi parfois ce que ça n'est pas le volontariat. Le volontariat, c'est pas un emploi, pas besoin de compétences particulières pour faire du volontariat. Je dirais juste qu'il faut de la bonne motivation, mais mis à part ça, allez, si on part peut-être dans un pays où on parle plutôt anglais, c'est quand même chouette d'avoir des petites bases d'anglais. Si on parle dans un pays plutôt hispanophone, c'est bien d'avoir quelques petites bases en espagnol, mais vraiment, la langue ne doit pas non plus être un, un prérequis pour partir. Donc, retenez surtout de la motivation. Euh, ce que ça n'est pas non plus, un volontariat, ce n'est pas de l'humanitaire. Souvent, on a tendance à confondre un peu les deux parce qu'on ne sait pas, on tape dans Google volontariat humanitaire. L'humanitaire, pour le coup, les personnes qui partent en mission humanitaire, ce sont des professionnels, c'est-à-dire que les gens c'est leur métier, ils sont payés pour ça et souvent ils vont dans des situations vraiment de crise, d'urgence. Par exemple, on a envoyé personne faire du volontariat en Syrie, on a envoyé personne en Palestine, dans la zone de Gaza. Le volontariat, c'est vraiment l'idée plutôt, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la coopération au développement. C'est vraiment l'idée d'échange interculturel et c'est un moyen d'une meilleure compréhension entre les peuples et de s'enrichir mutuellement. Donc voilà un peu la différence volontariat humanitaire. Aussi dans ce que ça n'est pas, ce n'est pas non plus des vacances. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes volontaire, vous allez peut-être rejoindre une école, une ONG, une association pour prêter main forte. Mais du coup, eux, ils se mettent en place plein de choses pour vous accueillir. Et du coup, la contrepartie, c'est souvent que voilà, vous leur filiez un petit coup de main sur place. Donc à nouveau, hein, comme je vous disais, c'est pas un emploi. On va pas non plus vous exploiter. Généralement, ça peut aller de 20 à 32 heures par semaine maximum. Vous avez toujours 2 jours de congé d'affilée, sauf parfois cas exceptionnel. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas non plus les vacances. C'est une chouette opportunité pour bien sûr découvrir de nouveaux horizons. Souvent, du coup, on est un peu stimulé. Justement, les collègues ou les autres volontaires vont vous dire ah, j'irais bien visiter cet endroit. Et justement, le fait que vous soyez intégré directement dans une communauté locale, j'ai envie de vous dire, ça vous ouvre des portes que peut-être en simple touriste, vous ne pourriez pas ouvrir parce que vous n'avez pas du coup ce petit contact un peu privilégié. Dans ce que ça n'est pas non plus, ce sera la dernière chose.
Le volontariat, c'est pas non plus un séjour linguistique. Alors d'office, en étant en immersion dans un pays où peut-être du coup le français n'est pas la langue parlée, d'office vous allez améliorer vos compétences en langue, mais ce n'est pas l'objectif numéro un. Souvent, par exemple, rarement, sauf certains programmes, il n'y a pas vraiment de cours de langue de prévu. Mais ça peut être aussi voilà, la perspective d'un volontariat à l'étranger. Pour vous, ça peut être une bonne motivation de se dire, allez, cette année, je me mets à l'espagnol. Donc un peu, voilà ce que c'est le volontariat international. Oui, super, merci. Du coup, vous, c'est quoi que vous proposez comme type de volontariat, en fait, parce qu'il y en a plusieurs, donc tu peux m'expliquer un peu? Ouais, il y a toutes sortes de volontariats et pour ça, je vais vous montrer aussi un petit prédit. Effectivement, il y a toutes sortes de volontariats. Il y a du volontariat, ça peut commencer à partir d'une journée jusqu'à le maximum un an. Ce que je vais commencer par vous présenter, c'est ce qu'on appelle les chantiers internationaux. Donc, qui veut dire plutôt court terme, c'est-à-dire, alors, chantier, rassurez-vous, c'est pas forcément de la rénovation, de la construction. Oui, il y en a beaucoup, notamment nos partenaires en France. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations de volontariat en France et en Italie aussi, ils sont pas mal sur ce créneau-là, où c'est beaucoup de projets de valorisation, rénovation du patrimoine, un vieux château, un, un- qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Une muraille, ou rénovation. Ça, nous aussi en Belgique, on a ça, d'un habitat groupé. Donc, il y a pas mal de choses quand même dans le rénovation-construction. Mais attention, ce n'est pas que ça. Des chantiers internationaux, donc court terme, généralement, ça dure entre, allez, minimum, on va dire, souvent c'est plutôt 15 jours, 3 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire chantiers internationaux? C'est-à-dire que généralement, vous êtes avec un groupe de jeunes enfin jeunes et moins jeunes, parce que c'est à partir il y a des chantiers spéciaux ados. Je pense à Camille qui a 16 ans par exemple, des chantiers spéciaux ados, donc 16-18 ans, mais sinon la majorité des chantiers, je dirais, c'est de 18 à 99 ans. Et comme je vous disais, la thématique, c'est multiple. Ça peut être, par exemple, en Belgique, nous, on a dans le culturel, c'est à l'organisation d'un festival, c'est de l'animation avec les enfants. Ça peut être aussi en lien avec la thématique des droits humains, c'est-à-dire prêter main forte à un centre de demandeurs de protection internationale. Ça peut être environnemental. Moi, j'ai fait ça. J'ai été dans un refuge d'ours en Croatie, où ben voilà, c'est nourrir les ours, entretenir les clôtures. Il y avait des touristes qui venaient, donc du coup on faisait un peu la sensibilisation, homme-nature, comment respecter l'environnement des animaux, en quoi c'est important pour la biodiversité. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Donc ça, c'est plutôt pour les chantiers internationaux qui ont plutôt lieu l'été. Je vous disais en tout début qu'il y a aussi du volontariat de une journée. Donc ça, c'est plutôt en Belgique, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et sinon, il y a le volontariat moyen terme. Donc ça, c'est plutôt des missions de 2-3 mois. Là, peut-être la différence avec un chantier court terme, c'est que c'est plus pour, j'ai envie de vous dire, pour des personnes qui ont envie vraiment d'une immersion complète. C'est-à-dire que dans ce format-là, souvent, ça veut dire qu'on est peut-être le ou la seule belge dans la communauté qu'on va rejoindre. Parfois, il y a un ou deux volontaires internationaux en plus. Mais du coup, ouais, c'est vraiment immersion totale. Ça donne la possibilité, effectivement, par contre, d'avoir plus le temps, de prendre plus le temps de s'intégrer, de pouvoir porter des projets de plus grosse envergure à plus long terme. Donc voilà, ça c'est les projets moyen-long terme. Pareil, il y en a un peu partout en Europe, aussi à l'étranger, mais je vous avoue que du coup, avec le Covid, j'ai pas envie non plus de vous donner trop de faux espoirs
en vous faisant rêver que c'est possible de sortir des frontières hors de l'Union européenne pour le moment. Je vous avoue que c'est encore un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi des projets moyen long terme, pareil, dans des thématiques très très différentes, dans le culturel, dans le milieu sportif, dans beaucoup de l'animation, beaucoup dans l'environnement. Donc l'environnement, je vous disais, hein, ça peut être à la fois être volontaire dans un refuge avec des animaux, mais comme aussi être dans une ferme pédagogique ou d'être dans un espace naturel ou une association. Là, j'ai un jeune qui est en Nouvelle-Calédonie et qui est dans une association pour la sauvegarde des oiseaux en voie de disparition. Donc voilà. Voilà la grosse différence en tout cas entre long terme et court terme. Et l'autre format, pour répondre à ta question des sortes de volontariat, c'est le Corps européen de solidarité. Donc ça, c'est un programme financé par l'Union européenne. Java accompagne des Belges qui souhaitent partir à l'étranger. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est minimum 2 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 1 an. Et on ira peut-être un peu plus en détail dans ce projet-là, mais le gros avantage du Corps européen de solidarité, c'est qu'il est très soutenu par l'Union européenne dans le sens où ce programme, l'Union européenne va payer pour vous votre trajet, aller-retour, votre assurance, un peu de cours de langue. L'Union européenne va vous donner un peu d'argent de poche et aussi va financer votre logement. Mais on va sûrement revenir plus en détail là-dessus d'ici peu. Donc voilà un peu les je dirais, 3 grosses formules de volontariat international que l'on propose. Ok, merci. Du coup, une fois qu'on a sélectionné son projet de volontariat, le type de volontariat qu'on veut faire, mais aussi le type de projet, hein, que ce soit comme tu disais dans l'éducation, l'environnement ou autre, comment on fait Ouais. pour s'inscrire ou... Parce qu'il y a tellement de sortes de volontariat, justement, des fois on hésite encore un peu. Nous, chez Java, la première chose qu'on demande de faire, c'est de prendre rendez-vous avec ma collègue Camille, où elle va vous poser tout un tas de questions, justement, pour vous aider à cibler ce qui vous correspond le mieux. Je vous donne un exemple de question. Ben voilà, est-ce que vous avez un peu de sous? Parce qu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les chantiers internationaux, souvent, donc ça veut dire qu'il faut payer votre transport. Donc effectivement, aller faire un volontariat en Espagne, ça coûte moins cher que d'aller faire un volontariat international en Islande. L'Islande, c'est une île dans le nord de l'Europe et ça coûte assez cher de faire du volontariat là-bas. Donc, est-ce que aussi, c'est l'autre question qu'elle pourrait vous poser, c'est est-ce que vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est la thématique du projet ou c'est plutôt le pays? Moi, j'ai souvent eu souvent j'ai eu des jeunes qui m'ont dit, mais moi, je suis fan de la culture japonaise. En fait, peu m'importe le projet, la thématique du projet. Moi, mon rêve, c'est de vivre au Japon. Ou une jeune, une fois, qui m'a dit, bah, moi, je suis belgo-portugaise, mais j'ai jamais eu l'occasion de vivre dans le pays d'origine de mes parents. Et en fait, pareil, peu importe la thématique du projet, moi, mon rêve, c'est surtout d'améliorer mon portugais et de vivre sur place. Ou à l'inverse, bah, vous allez peut-être dire, mais moi, mon dada, c'est le cinéma et du coup, je veux absolument faire un projet en lien avec de la vidéo. Ou au contraire, vous savez pas trop quoi faire après votre éto, mais vous posez des questions. Ah, mais peut-être moi, l'enseignement, ça m'intéresse bien. Du coup, j'aimerais bien me tester, voir peut-être faire un volontariat dans une école. Et donc là, voilà, c'est toutes des questions où elle pourra vous guider sur un peu quoi choisir. Ou une autre chose, peut-être qu'elle va vous poser un peu, c'est comme question, c'est quoi vos dates de disponibilité? Est-ce que vous, là, vous êtes disponible maintenant pour les 3 prochains mois? Ou mais si j'ai un peu compris un peu dans vos attentes, c'est plus, ben voilà, moi à partir de septembre, je serai disponible et j'ai envie de partir 1 an. Et elle va vous poser plein de questions pour vraiment être sûre que
vous choisissiez le projet de volontariat qui vous correspond le mieux. Aussi, ça, j'aurais peut-être pu le dire en introduction, pour nous, chez Java, le volontariat, c'est pas juste partir, c'est aussi tout ce qui est préparation au départ, c'est-à-dire c'est quoi être volontaire, c'est quoi d'être peut-être un blanc qui part en blanc belge qui part en Roumanie, ou c'est aussi la question de quels sont les stéréotypes que je peux dégager ou quels sont les préjugés que je peux avoir sur différentes populations. Donc c'est un peu tout un espèce de formation formelle, informelle sur votre citoyenneté mondiale, sur les liens qu'il peut y avoir entre vous, Belges qui habitent à Bruxelles, le lien qui peut vous reconnecter peut-être avec ce Croate qui habite dans ce petit village, et tous les liens d'interdépendance qu'il peut y avoir entre vous et lui. Voilà, c'est un peu se questionner sur le monde. Et du coup, finalement, le volontariat, c'est un peu, je dirais, le highlight de tout ce projet. Mais à nouveau, ça s'inscrit dans un cycle. Et Java vous invite fortement, comme on parlait Aurore aussi, à un week-end de retour où justement on réfléchit de tout ce que à tout ce que vous avez vécu, comment vous l'avez ressenti, et un peu toute cette nouvelle énergie que vous avez réexpérimentée là-bas, toutes les découvertes que vous aurez faites, comment peut-être le transformer en un truc encore plus chouette à votre retour, quoi. On dit souvent que du coup le volontariat international s'inscrit dans le mouvement CRAX, citoyen, citoyenne, responsable, actif, critique et solidaire. Du coup, une fois qu'on a sélectionné vraiment un projet, comment ça se passe pour la suite? Ouais, concrètement, donc vous avez discuté avec Camille, vous avez identifié un projet, donc souvent vous avez un petit dossier à compléter, donc on vous demande d'écrire une lettre de motivation, et aussi effectivement Java donc est ce qu'on appelle dans votre cas une association d'envoi. Je dirais, ouais, dans 100% des cas, quand vous partez en volontariat international, généralement, vous avez une association qui vous accompagne tout au long de votre projet. Et Java demande des frais d'adhésion à notre association. Et donc, pour les chantiers court terme, c'est 85 €. Dans ces 85 €, en fait, il y a 20 €. Donc, c'est pour être adhérent à notre ASBL. Il y a 10 € qui va pour ce qu'on appelle un fonds de solidarité, que nous, on utilise beaucoup. Notamment, on travaille pas mal avec des centres Croix-Rouge pour permettre à des jeunes qui n'ont pas de sous, qui vivent dans des centres de demandeurs d'asile, et ça leur permet de participer du coup gratuitement à nos chantiers. C'est un exemple concret. Et les 55 €, c'est pour tout ce qui est frais de coordination, je sais pas, payer l'électricité de Java, tous les mails d'échange, votre suivi. On organise du coup une formation pré-départ avant que vous partiez à l'étranger. On organise aussi une formation de retour. Voilà. Donc pour les workcamps, c'est 85 €. Pour les chantiers moyen-long terme, en Europe, c'est 175 €. Et par contre, si vous partez dans le cadre d'un corps européen de solidarité, on vous demande 30 € Java, c'est-à-dire les 20 € d'adhésion et les 10 € de fonds de solidarité. Et ma collègue Camille me disait hier, en aparté, au vu du Covid, où du coup, effectivement, il peut y avoir parfois des annulations. Il y a toute une procédure de remboursement si toutefois, malheureusement, votre projet ne se met pas en place. Voilà, vous inquiétez pas, on vous rembourse, et c'est très bien expliqué justement sur notre site internet, et elle vous reclarifiera, ou d'ailleurs je peux vous reclarifier si c'est un point qui vous est important pour vous. Donc, en gros, voilà, il y a des frais d'adhésion pour Java. Ensuite, donc, on envoie votre dossier aux partenaires étrangers. Souvent, si c'est du court terme, ils ne vous font pas d'entretien visio. Par contre, si c'est du plus long terme, ça se peut qu'ils vous demandent du coup de faire un visio pour un peu apprendre à vous connaître,
À nouveau, pas de stress, c'est vraiment plus pour savoir qui vous êtes, vos attentes, euh, ce qui vous fait vibrer, pourquoi vous avez envie de rejoindre ce projet-là. Et souvent, dans les 15 jours qui suivent, on vous dit si oui ou non vous êtes accepté sur le projet. Pas de stress, j'ai envie de vous dire, dans 90% du temps, c'est oui. Souvent, si c'est non, c'est parce qu'il y a peut-être déjà en fait un Belge sur le projet et que du coup, il y a une envie d'avoir plein de gens de différents horizons. Ou des fois, c'est aussi une question de genre, où il y a plein d'assos mettent des quotas, c'est-à-dire moitié filles, moitié garçons. Et ben, il y a peut-être eu trop de garçons sur le projet ou trop de filles sur le projet. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous demande souvent de faire plusieurs choix de projets de volontariat. Et voilà, c'est les procédures après. Et au niveau des frais de participation additionnels, tu peux un peu expliquer de quoi il s'agit? Ouais, bien sûr. Alors, donc, effectivement, il y a votre adhésion à Java. Donc, ça, à nouveau, c'est vraiment pour chantiers internationaux et volontariat moyen-long terme. Euh, donc, souvent, ce qu'il faut prévoir dans votre budget, pratico-pratique, c'est le transport sera à votre charge. D'où un peu ce dont je vous mentionnais, c'est pas le même prix de partir en volontariat en France ou de partir en volontariat en Russie. Si justement vous partez hors Europe, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent on vous demande de payer un visa de touriste. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc pareil, je ne peux que vous inciter à rester en Europe, encore plus pour cette raison-là, au-delà du Covid, c'est que financièrement, ça coûte moins cher. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est une assurance. Ben voilà, si vous avez un pépin de santé, au moins vous serez tranquille. Pareil, en niveau assurance, ça, on a des bonnes surprises souvent avec nos cartes bancaires. On a déjà des assurances intégrées, donc il ne faut pas hésiter à vérifier. Pareil, si on part super loin à l'étranger, ben, des fois, il faut prévoir un petit budget vaccin. Je me souviens, moi, des jeunes qui partaient en Inde. C'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête. Ça peut coûter assez cher, en fait, tous ces vaccins. Et aussi, dans son budget, bah ouais, on n'est pas souvent tout le temps à l'étranger, donc c'est quand même, j'imagine que des fois on a envie de faire des petites excursions touristiques ou se ramener un souvenir, donc il faut pas hésiter à se prévoir un peu d'argent de poche. Et aussi, en fait, c'est surtout ça dont tu me parlais, Aurore, les frais additionnels, souvent c'est les sous que l'asso qui vous accueille vous demande. Donc à nouveau, ça c'est que dans les chantiers d'accueil, que dans les chantiers internationaux ou dans les moyens long terme. Nous, on travaille que avec des organisations à but non lucratif qui ne demandent pas des prix exorbitants. Ceux qui demandent beaucoup trop d'argent, en fait, on collabore pas avec eux. Donc, comme c'est marqué, ces frais additionnels, ça va entre 200 et 400 euros. Et ça, c'est pour couvrir euh, votre logement, votre nourriture, euh, toute la logistique qu'ils ont mis en place pour vous accueillir, mais aussi ça peut être payer les employés, toutes les associations. Nous, Java, on bénéficie de subsides de l'État, mais c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout le cas dans l'ensemble des pays d'Europe. Voilà. Ok. Et les frais additionnels vraiment en lien avec l'association à l'étranger, j'imagine que le prix varie en fonction du prix de la vie sur place ou... Ouais, très très bonne remarque. Et ça dépend aussi de comment sont financés les assos par l'État. Par exemple, nous, Java, les étrangers qui viennent sur nos chantiers, on ne leur demande pas de frais de participation. C'est gratuit. Et donc, on a quelques partenaires en Europe ou même hors Europe qui demandent zéro frais de participation. Donc, ça existe. Là, c'est vrai qu'on a mis entre 200 et 400, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais c'est vrai que c'est quand même la majorité des cas. Et comme tu le dis très bien, effectivement, il y a des pays, moi j'ai des souvenirs de jeunes qui sont partis en Arménie. Les frais de participation, c'était rien du tout. J'ai pas les prix en tête, mais c'était vraiment pas cher. Et plus on restait, plus les frais au mois étaient
comment on dit, dégressif. Mhm. C'était de moins en moins cher. Donc, il y avait ça. Par contre, à nouveau, ça, je l'ai super fort en tête, en Islande, justement, comme le coût de la vie sur place est très, 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 très cher, ils demandent des frais de participation assez élevés. J'ai plus en tête les prix, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit ceux à 400 €. Ok. Donc, il y a quand même des projets accessibles pour tous les budgets, quoi. Ouais, clairement. Ok. Et donc, tu parlais notamment donc, des week-ends de préparation et de retour. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu voilà, chronologiquement comment ça se passe? Donc, on s'inscrit et puis après, on a une proposition pour participer à un week-end de préparation, c'est ça? Exactement. Donc là, si mes souvenirs sont bons, nous, on en a fixé un début juin. Pareil, ma collègue Camille les connaît mieux. Et si toutefois, malheureusement, vous ne pouvez pas y participer, on a développé des formations express, même en ligne, si toutefois il y a encore un peu le confinement, etc. Donc l'idée de ces week-ends de préparation, au départ, c'est de rassembler tous nos futurs volontaires qui s'apprêtent à partir un peu aux quatre coins de l'Europe à venir. C'est l'occasion de partager peut-être les craintes qu'on peut avoir par rapport au projet, aussi les attentes, les motivations. Aussi, c'est des conseils hyper pratiques, genre comment faire son sac à dos. Ça peut paraître bête, mais c'est un bon moyen de s'échanger des bons tuyaux, des trucs et astuces sur comment faire son sac. Comme en parlait Aurore aussi, on aborde tout ce qui est le choc culturel. En fait, qu'on soit baroudeur ou pas, qu'on soit aventurier expérimenté, quoi qu'il arrive, quand on arrive dans un nouvel endroit, on a un choc culturel. Mais ça se trouve, vous l'avez même déjà vécu, pas besoin d'aller au bout du monde d'ailleurs pour le vivre. Moi-même, je me rappelle avoir un peu vécu ça quand on passe du secondaire à l'UNIF. On a un peu des nouveaux repères, un nouveau vocabulaire, nouveaux lieux. Bon, on a un petit choc, mais c'est vrai qu'effectivement, si c'est à l'étranger, où c'est parfois pas la même langue, c'est encore plus radical le choc. Mais rassurez-vous, on peut l'anticiper pour que ça se passe au mieux, ce choc culturel. Donc pareil, on fait beaucoup de jeux de rôle, de débats mouvants, des mises en situation un peu drôles pour parler de tout ça. Aussi, c'est l'occasion à nouveau d'entendre le témoignage de jeunes qui sont partis, qui vous racontent leur expérience comme Sylvia va le faire. Aussi, on fait un gros point sur ouais, qu'est-ce que c'est la solidarité internationale, euh, l'aide au développement, l'humanitaire, réfléchir un peu à tout ça, les rapports nord-sud, toutes ces questions-là. On parle aussi effectivement toujours à travers des jeux, hein. C'est pas du tout assis derrière une table, c'est super participatif. C'est vous limite qui faites le contenu, nous on est juste là pour apporter le cadre. On parle du choc du retour aussi. Comme disait Aurore, ouais, des fois on a vécu une expérience de dingue et quand on revient, ça peut être un peu difficile de revenir. En même temps, vos proches, leur vie a continué d'avancer, vous n'étiez pas là, mais du coup, il y a un peu peut-être des fois un couac. Et effectivement, il y a le choc financier du retour à préparer, parce que des fois, quand on est à l'étranger, c'est un peu YOLO, on n'a qu'une vie, on dépense tout, mais du coup, au retour, c'est un peu difficile. Alors déjà, si on n'a pas un moral au top après avoir vécu plein d'aventures, si on n'a pas un peu anticipé ça, c'est pas mal. Et puis du coup, Java vous propose aussi, enfin voilà, du coup pour la préparation au départ, que souvent des super chouettes moments. Voilà. Et effectivement, on a un week-end de retour où on voit comment aller plus loin. Et si toutefois vous avez encore envie de rester dans le monde des volontaires internationaux, comment vous pouvez continuer de vous impliquer. Ok, merci. Le volontourisme, parce que c'est une notion qu'on entend parfois. C'est intéressant que tu nous expliques un peu ça. Ouais, en fait, le volontariat aussi, pour vous dire un peu d'où ça sort, le volontariat international, ça date pas d'hier, ça date il y a super longtemps, après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un Français, un Suisse et un Allemand qui se sont dit, bon,
fait, là, il va falloir qu'on essaye de se réconcilier et pourquoi pas le volontariat international, justement, pour reconstruire un monde de paix. Et donc, ça a puisé ces origines-là. Donc, ça a fêté ses 100 ans, je crois, l'année dernière, le volontariat international. Donc, nous, par exemple, Java, on est une organisation à but non lucratif, mais malheureusement, du coup, il y a des entreprises qui se sont dit, ah, mais ça pourrait être super, on pourrait peut-être tirer un peu d'argent de cette initiative-là. Et donc, du coup, il y a des entreprises, pour le coup, qui envoient des jeunes aussi aux quatre coins du monde, mais pas forcément dans justement un rapport de donnant-donnant avec les assos locales à l'étranger et du coup qui peuvent, ouais, on dit qu'ils font de la marchandisation, un peu de la misère du monde et du coup qui entretiennent un peu un relent un peu néocolonial pour l'affaire, genre le blanc qui va sauver le petit noir et qui s'inscrit pas du tout peut-être dans un processus ouais, plutôt d'échange entre l'accueillant et le volontaire qui vient, mais qui instaure plutôt du coup un rapport de dominant-dominé, de sauveur-sauvé. Et du coup, ces entreprises ont repris pas mal le vocabulaire du volontariat, mais va vous demander souvent des sommes faramineuses pour vous envoyer, par exemple, au Cambodge, au Togo, genre, je sais pas, je crois, va vous demander 2000 euros et va vous envoyer là-bas. Et il n'y a pas cet aspect de réciprocité. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre qu'ils accueillent du monde chez eux. Et pour toi, ça serait quoi les critères du coup qu'il faudrait vraiment avoir à l'œil pour se dire, OK, en fait, ça, c'est un projet de volontariat de qualité? Déjà, de pas de partir avec une association sans but lucratif. Je vous dirais, donc ils ne vous demandent pas un prix faramineux pour partir à l'étranger. Et sinon, j'ai envie de vous dire, une fois sur place, il y a vraiment ce truc où l'association, elle doit être capable de tourner sans... Si vous êtes là, c'est un vrai plus, vraiment pour plein de structures. Ça leur permet de mettre en place des choses qu'ils n'auraient pas le temps de faire. Mais si vous n'êtes pas là, c'est pas grave non plus. Et ouais, je dirais plutôt un rapport où, ouais, donnant-donnant, où il n'y a pas une hiérarchie. Ok, merci. Donc là, on a parlé donc de toutes les expériences de volontariat qu'on pouvait faire à l'étranger, mais voilà, s'il se fait que là, soit il n'y a pas le budget suffisant, soit finalement, au vu de la situation sanitaire, on ne peut pas partir à l'étranger, ben, est-ce qu'il y a encore moyen de s'investir dans des projets de volontariat en Belgique? Oui, alors oui, oui, complètement. Alors par contre, bonne nouvelle pour les jeunes qui veulent partir, le corps européen de solidarité a été validé par l'Union européenne pour dire que c'est une excuse essentielle, je ne sais plus l'expression, mais en tout cas, le corps européen de solidarité a été admis dans les critères de mobilité. On a le droit de sortir des frontières, même actuellement, si on est engagé dans un corps européen de solidarité. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et effectivement, donc il y a des projets en Belgique. Et comme vous l'avez sûrement entendu, maintenant on peut se réunir à plus de 10 à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et donc Java, comme je vous le disais, nous fait, je dirais, euh, deux choses principales. La première, donc, c'est des chantiers de volontariat internationaux. Mais c'est clair que cet été, on s'est dit qu'on allait garder, quoi qu'il arrive, quelques places pour des Belges. Et surtout, et Covid ou pas Covid, c'est ce qu'on fait tout le temps. Parce qu'on se dit, pour des jeunes qui ne sont jamais encore partis super loin, en fait, déjà de vivre dans un contexte interculturel, même dans son propre pays, ça peut être chouette. Donc, on a des chantiers interculturels. On en a 4 ou 6 cet été.
C'est la rénovation d'une école du côté de Tournai. Normalement, il y aura le festival Théâtre Nomade qui aura lieu au Bois de la Cambre cet été. Donc, c'est trop bien. Vous verriez, c'est des circassiens qui arrivent avec leurs énormes chapiteaux, leurs caravanes et qui, du coup, a priori, vont organiser des ateliers d'art de rue, des petits spectacles. Pareil, ils anticipent avec le Covid pour que c'est bien lieu, avec voilà, des jauges de spectateurs en essayant de respecter les mesures Covid. On a 2 projets en habitat groupé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, habitat groupé, souvent c'est des personnes qui décident de vivre ensemble et, souvent de se mettre autour d'un projet agricole, solidaire. Donc là, nous, on travaille par exemple avec un habitat groupé qui aussi aide les demandeurs de protection internationale à bénéficier de l'appui de la communauté locale pour s'intégrer dans le projet. Et aussi, on a un projet au mois de juin où c'est à Clairède, donc pas très loin de chez vous, je crois, à Érezé précisément, et c'est de l'animation avec les enfants dans un endroit hallucinant. Moi, je l'appelle le village de Peter Pan parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de cabanes en bois, c'est fou. Il y a un amphithéâtre en bois, enfin, c'est un village tout en bois où des générations et des générations de jeunes enfants ont construit ce lieu un peu féerique. Et aussi, ça, c'est un autre projet que l'on a. Ça s'appelle le projet Belgie, où là, l'idée, c'est de mélanger 6 jeunes venant de Flandre avec 6 jeunes venant de la communauté linguistique française, où ils vont passer une semaine à faire de la rénovation dans un lieu du côté de Gand et une semaine à être dans un habitat groupé, justement, plutôt eux, axé environnement, écologie, du côté de Namur, un endroit trop beau aussi. Et donc, ces 12 jeunes venant de communautés linguistiques différentes vont passer ensemble 15 jours. Et donc, ça, c'est Belgique. Et donc, pour les petits budgets, gardez-le bien en tête parce que c'est tout financé quasiment par l'Union européenne. Vous organisez pas d'autres échanges de jeunes au niveau, en dehors de la Belgique? Alors si, normalement on en organise. Là, on en a eu un super chouette juste avant la crise sanitaire où il y a donc échange de jeunes. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont à nouveau des programmes tout financés par l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que argent, enfin trajet, assurance, nourriture, logement sur place, c'est financé. Et l'échange de jeunes, c'est l'idée plutôt de rassembler plein de jeunes venant de pays différents et qui vont discuter ensemble ou faire des choses ensemble autour d'une thématique. Et donc nous, en mars 2020, sur la thématique de la migration, on a 6 Belges qui sont partis en Palestine, mais plutôt côté tranquille, 6 du côté d'Hébron où voilà, ils ont échangé sur la thématique de la migration. Moi, j'avais accompagné un groupe, par exemple, pour vous donner d'autres exemples de types d'échanges de jeunes, des jeunes qui avaient parlé de la thématique du bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur pour vous? Qui l'avaient expérimenté à travers différents modules. Ça peut être des trucs beaucoup moins spirituels ou moins télo. Ça peut être aussi, j'avais vu un échange de jeunes sur le football ou le skateboard, les filles et le skateboard. Donc voilà, c'est plutôt une thématique et plein de jeunes de différents pays discutent, font des activités autour de cette thématique. Voilà. Donc de temps en temps, on organise des échanges de jeunes, mais à nouveau là, du coup, avec ce foutu Covid, c'est super compliqué de le mettre en place. Ok. Justement, la question du Covid, tu l'as déjà abordée sur différents points, mais je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Effectivement, tabler plutôt peut-être sur si vous avez plutôt envie de partir sur un projet court terme, j'aurais tendance à vous dire, donc pensez plutôt la période juillet-août. Comme vous le savez, là, les frontières sont encore fermées jusqu'au 14 avril, ou non, 18 avril, pardon.
Donc, si vous pensez à un projet court terme, je vous dirais plutôt ouais, juillet, août, en Europe, euh, plutôt en Europe. Mais si vous voulez vraiment mettre toutes les chances plutôt de votre côté pour que ça se réalise, effectivement, les corps européens de solidarité, donc c'est-à-dire plutôt des projets long terme. Ou sinon, je ne peux qu'effectivement, pour une première expérience dans le volontariat international aussi, ça peut être la Belgique, comme je vous disais, les chantiers interculturels, que ce soit ouais, en Belgique ou dans le cadre d'un projet Belgique où c'est mix avec la communauté néerlandophone et la communauté francophone. C'est vrai que dans un futur proche, pour le moment, j'aurais tendance à vous conseiller ça. Ok, merci pour ta présentation. Écoute, Sylvia, tu peux allumer ta caméra et ton micro. Donc, Bonjour. Sylvia, qui vient d'Italie et qui est en train de faire un projet de volontariat avec le Corps européen de solidarité chez Java, justement. Et donc, elle vient un peu témoigner de son expérience. Donc, voilà, Sylvia, je te laisse te présenter, hein. Merci Aurore. Et bonjour à toutes et à tous, du coup. Ça m'a fait vraiment voyager l'idée d'entendre parler de volontariat, chantier, projet long, moyen terme, etc. Et, euh, et donc, je vais vous parler un peu de mon expérience dans le cadre de ce projet européen, des corps européens de solidarité. Il s'agit d'un projet de volontariat qui normalement se déroule entre 2 et 12 mois. Et effectivement, financé par l'Union européenne, c'est-à-dire que le volontaire qui part à l'étranger a toujours le logement, aura toujours le logement fourni par l'association d'accueil. Ensuite, normalement, les transports, surtout si le lieu de travail est le lieu de volontariat est assez loin du logement. Et on a toujours aussi de l'argent de poche qui est destiné pour nous nourrir et pouvoir aussi profiter de notre expérience à l'étranger. Et je vous dis, je ne sais pas si c'est à cause du Covid, mais ça va. Avec cet argent de poche, j'arrive à être indépendante, donc je ne demande pas d'argent à mes parents. Et ça, pour moi, c'est assez important. C'est assez important. Et je suis du coup en train de réaliser ce CES au sein de Java. J'ai réalisé des actions WID. Donc, j'organise des activités de volontariat qui durent normalement entre 1 et 2 journées et qui incluent la communauté locale et des jeunes demandeurs de protection internationale qui normalement résident dans des centres Croix-Rouge ou Fait d'asile. Et on passe ensemble 1 ou 2 journées, et tout ça pour promouvoir l'inclusion, l'intégration et le dialogue interculturel. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi Java, parce que j'ai vraiment adoré le projet. Il y a une variété énorme de possibilités de projets. En fait, je vous invite à chercher dans le site internet c'est quoi? C'est le portail Union européenne ou sinon tout simplement sur Google European Solidarity Corps ou Corps européen de solidarité. Et vous allez voir en fait cette page qui s'ouvre où vous pouvez créer votre profil. Et ensuite, vous aurez accès à il s'agit d'une plateforme, en gros. Il y a le plan du monde et tu peux choisir la localité du coup de ton volontariat. Il y a plein de filtres, la localité, le sujet, la typologie du projet, la durée aussi. Si vous avez envie de partir dans 2 semaines, vous pouvez trier et trouver des projets qui vont bientôt commencer. Ou sinon, si vous savez déjà que vous avez envie de partir en septembre, vous pouvez déjà trier par ça. Les sujets plus intéressants sont l'environnement. Et il n'y a pas que des opportunités de volontariat, mais normalement, il devrait aussi y avoir des opportunités de travail ou de stage, mais pas autant que de volontariat, je vous dis. Et donc, l'enfance, les droits humains,
L'Union européenne aussi est une des thématiques parce que si on a envie de promouvoir la citoyenneté européenne, il y a énormément de projets liés à ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est que malgré le Covid, ça va. Dans le sens que effectivement, j'ai commencé mon projet pendant la pandémie. Je suis arrivée en Belgique le 16 septembre. Et donc, j'ai pu aller au bureau que pendant 4 semaines. Et ensuite, c'était le confinement à nouveau. Et ça a été un peu dommage parce que du coup, en fait, la pandémie a un peu ralenti. C'est bien, correct, ralenti, un peu ralenti, merci. Mon intégration au sein de l'équipe parce que justement, on ne se voyait pas en vrai. On s'est vu surtout en visio et ça, c'est un peu dommage, mais c'est juste, c'est juste contextuel. Mais sinon, du coup, au lieu de… voilà, si normalement, je me serais intégrée en 3 à 4 semaines, et là, ça m'a… Donc, j'ai mis, je ne sais pas, 2 petits mois peut-être. Mais sinon, j'ai quand même pu rencontrer des gens. J'ai un beau groupe d'amis. Je me sens jamais seule. Le projet chez Java se déroule bien aussi. C'est un peu différent du coup parce que les restrictions font que je ne peux pas réaliser autant d'activités en présentiel que j'aurais aimé. Mais ça m'a donné l'opportunité de découvrir plein d'autres choses. Je pense d'être une pro de Zoom ou de Miro, Jamboard, Teams, Google Meet. J'ai appris énormément de trucs, surtout au niveau digital. Voilà, j'ai développé énormément mes compétences digitales. Et je vais me relier du coup aux compétences qu'on développe. En fait, tous les projets liés au programme Erasmus ont pour but de promouvoir l'intégration européenne, la citoyenneté active, etc. Mais c'est aussi, ça donne aussi l'opportunité de développer des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. Et donc, le Corps européen des solidarités nous permet aussi de réaliser un Youth Pass. C'est un document super important pour la jeunesse. Et du coup, c'est un passeport, je pense, pour la jeunesse. En gros, dans lequel on va raconter notre histoire, nos compétences développées tout au long de ce projet de volontariat et qui, normalement, devrait nous ouvrir des portes en futur pour nos études ou notre travail. Et voilà, donc c'est pas qu'une expérience, il s'agit d'une expérience totale, globale, développement du savoir-être et savoir-faire aussi. Donc je ne regrette pas, je le referai même dans d'autres pandémies, je le referai. J'espère qu'il n'y en aura plus, mais voilà. Et je vous laisse la parole s'il y a des questions. Moi, j'avais peut-être une question. Du coup, est-ce que tu parlais déjà français en arrivant un petit peu ou pas du tout? Oui, en fait, je triche un peu parce que j'avais déjà fait un Erasmus pendant mes études. J'ai fait une année de mon bachelor en France. Et ensuite, comme j'avais adoré le système d'études en France, j'ai réalisé toutes mes études de mon master toujours en France, mais cette fois dans le sud. J'ai aussi un petit accent du sud, voilà. Et oui, mais c'est vrai que, voilà, moi, du coup, je parlais déjà français. Mais là, je suis en train d'apprendre plein d'expressions belges que je ne connaissais pas du tout, genre la drache ou d'office. Déjà, le fait d'utiliser le verbe savoir au lieu de pouvoir, ça m'a ouvert à un autre monde, à une expérience complètement différente. Mais je vous dis que ma coloc, elle a 19 ans, elle est allemande, elle n'avait jamais étudié le français. Elle est arrivée au même temps que moi, du coup, vers la moitié fin de septembre. Et là, elle arrive parfaitement à s'exprimer en français. Elle n'a aucun souci de communication, parce que carrément, il s'agit d'une expérience full immersion. On est tous les temps immergés dans la culture d'accueil, et donc la langue, etc. Et on apprend vite fait. Et du coup, comment tu as fait pour t'intégrer à ton arrivée sur place au vu de la situation? Enfin, comment tu as fait pour faire des rencontres, etc. Ok, c'est surtout la coloc qui m'a sauvée. En fait, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les volontaires qui partent à l'étranger, mais moi, je me retrouve dans une coloc où on est 5 et on est tous des volontaires. Et on fait oui, voilà, on est tous en Belgique pour réaliser un projet de volontariat.
Et donc, ça fait du coup qu'on est tous dans un esprit de découverte et d'envie de faire, etc. Mais c'est un arme double tranche. Voilà, double tranche parce que, oui, d'un côté, du coup, on est tous dans le même esprit, on a plus ou moins tous les mêmes valeurs, etc. Et ça, c'est génial. Mais de l'autre côté, j'aurais bien aimé être en colloque avec des locaux aussi parce que ça aurait changé un peu mon expérience. Et je me corrige tout de suite, ce n'est pas le cas pour tous les volontaires qui partent à l'étranger parce que je connais d'autres CES qui sont en Belgique à travers Java qui habitent avec des locaux. Donc voilà, ça c'était un cas. Et sinon, je voulais aussi ajouter qu'à part mes colloques, en fait, moi, ce n'était pas ma première expérience à l'étranger. J'ai fait un Erasmus en France, 2 Erasmus en Espagne. J'aime bien voyager, voilà. Mais c'était la première fois pendant tout mon parcours à l'étranger que j'ai été autant accompagnée et autant suivie. Et ça, c'est parce que le programme Corps européen de solidarité, à la base, prévoit ce parcours d'accompagnement du début jusqu'à la fin, de la partie de l'assaut d'envoi et aussi, surtout, de l'assaut d'accueil. Et donc, voilà, enfin, dès mon arrivée à l'aéroport, c'était un mercredi soir, 22h, il y avait Joséphine qui était à la sortie, de l'aéroport qui est arrivée, qui est venue me chercher, etc. Et ça, c'était la première fois qu'il m'est arrivé. Je me suis vraiment sentie bien accueillie, bien suivie. Voilà. J'aurais bien aimé avoir la même chance quand j'avais 20 ans et je me barrais pour la première fois à l'étranger. Ce n'est pas le cas. C'était un peu plus traumatisant. Mais là, du coup, voilà, surtout si c'est votre première expérience à l'étranger, je pense que le Corps européen de solidarité est un peu middle way entre, voilà, je pars toute seule à la découverte du monde, complètement perdue. Voilà, là, on est un peu plus suivi et c'est assez agréable. Ouais, si on veut partir pour du long terme, c'est quelque chose qui est pas mal encadré alors. Tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire? Quel conseil tu voudrais donner, par exemple, pour des jeunes voilà, qui peut-être ont peur un peu de se lancer? Avant de partir, à chaque fois, je me suis toujours sentie un peu triste de quitter ma famille, mon chien, etc. Et surtout, je me sentais un peu angoissée par la préoccupation du voyage. Genre, toute la paperasse qu'il faut signer avant, qu'il faut organiser les documents, etc., la carte bleue. Je me sentais vraiment... je me sens toujours un peu stressée avant de partir pour une expérience de ce genre-là, de ce type-là. Mais après, en fait, une fois qu'on se lance, qu'on part, tout se déroule d'une façon tellement naturelle qu'on arrête d'avoir peur. Tout simplement, parce que ça devient vraiment la vie de tous les jours. C'est, voilà, on essaie de résoudre un problème, un challenge, un défi à la fois. Voilà, tout se passe bien. Et surtout, en fait, on n'est jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un qu'on va rencontrer au début ou pendant ou à la fin de notre expérience qui va nous accompagner, qui va nous aider, nous guider. On aura toujours des points de repère. Et pas que l'assaut d'accueil, mais aussi les colocs, notre voisin ou la personne qu'on va rencontrer sur un banc dans un parc. Voilà, c'est vraiment... et c'est ça la beauté de cette expérience-là. C'est vraiment la rencontre, c'est vraiment la découverte de l'autre culture, de l'autre personne, des nouvelles façons de penser, d'agir. Moi, je viens de Sicile, c'est presque l'Afrique, voilà. Et donc, je me rends compte que chez moi, par exemple, il n'y a pas une sensibilité aux questions environnementales et de l'écologie comme que j'ai retrouvé par exemple en France et en Belgique. Et on se rend et voilà, je ne me suis pas barrée en Asie, je ne suis pas allée très loin. Je parle un peu trop informel peut-être. Et je ne suis pas partie à l'autre bout du monde. Je suis toujours restée en Europe parce que j'aime bien, j'ai vraiment envie de découvrir l'Europe. Donc, c'est ça la beauté, c'est de découvrir de nouvelles choses tous les jours. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage.